Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission en vidéo. Aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Stéphane Glacier. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Donc, on ne le présente plus, vous le connaissez, il est meilleur ouvrier de France. Il est pâtissier donc à Colombes, en région parisienne. Tu as une pâtisserie, tu as une école, enfin, tu travailles beaucoup. On s'occupe. Donc, c'est la 4e fois que tu viens nous voir. Et là, on va faire donc un flan normand aux pommes. Voilà, donc ça c'est une recette qui me tient tout particulièrement à cœur parce que moi j'ai toujours fait du flan, donc notre boutique a 12 ans. On a toujours fait du flan parce que c'est un produit que j'affectionne et je trouve que c'est des grands classiques de la pâtisserie française qu'il ne faut pas délaisser. Et il y a 12 ans, quand on a commencé à faire du flan, mes copains pâtissiers se moquaient de moi en me disant « Oh, du flan, du flan ». Et quand je regarde, même si je ne suis pas un grand spécialiste et un grand amateur, quand je regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, je suis mort de rire. Parce que tout le monde fait du flan. Donc on a sorti un livre sur le flan il y a environ un an qui s'appelle Flan Gourmand, qui est une rétrospective d'un petit peu toutes les recettes de flan qu'on a travaillées. Et le flan, ça peut paraître simple, et comme toutes les choses simples, c'est pas si simple, et comme je me plais à le dire souvent, les choses les plus simples sont les meilleures quand elles sont bien faites, et j'aime aussi dire que faire simple, c'est parfois compliqué. C'est-à-dire que ce sont des recettes qui sont tellement simples qu'il ne faut pas qu'il y ait d'écart, qu'il ne faut pas qu'il y ait de prise de raccourci, parce que sinon la moindre négligence se voit tout de suite. Il n'y a pas le beau glaçage pour masquer Beaucoup de petits la détails à médiocrité respecter. de l'intérieur. Alors, on va en profiter pour vous faire gagner justement ce livre. Donc, vous connaissez le procédé, je vais quand même vous le rappeler. Donc, pour ceux qui nous regardent sur Facebook, il vous suffira de liker, commenter et partager cette vidéo. Un tirage au sort sera réalisé et Gaëtan reviendra vers vous pour reviendra vers le gagnant. Et vous recevrez donc ce livre, bien sûr dédicacé par Stéphane Glacier, prochainement à la maison. Et pour ceux qui nous regardent sur YouTube, il vous suffit de liker, commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne. Voilà, on commence tout de suite par… Voilà, donc le flan, on va avoir trois compositions. On va avoir une pâte brisée que nous les professionnels on appelle parfois pâte à foncer. Donc si un jour vous lisez pâte à foncer dans un livre de recettes, c'est de la pâte brisée. On va avoir la crème à flan, là ce qu'on appelle l'appareil à flan, et on va avoir des pommes rôties caramélisées, et comme on est dans la Normandie avec le flan normand, elles seront flambées au calvados. Voilà. Alors petite précision sur le flan. Là aujourd'hui j'ai choisi de vous montrer le flan avec une pâte brisée parce que je pense que c'est plus facile à réaliser, plus accessible à la maison. Certains chefs vont vous dire que le flan c'est sur une base de pâte sablée, d'autres vont vous dire sur de la pâte brisée, d'autres sur de la pâte feuilletée. J'ai même vu des flans sur de la pâte à brioche. Nous en boutique, et moi ma préférence c'est la pâte feuilletée. Ça nous permet aussi de faire l'utilisation, de réutiliser ce qu'on appelle les rognures de feuilletage. Donc par exemple, si vous faites de la pâte feuilletée pour faire un millefeuille ou des chaussons aux pommes, et ben vous aurez des chutes, les rognures que vous pourrez utiliser pour le flan. Ça c'est ma préférence. Après je trouve qu'à la maison, faire de la pâte feuilletée pour faire un flan, ça peut être compliqué. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai choisi de vous le montrer avec de la pâte brisée. Et ça nous permet à notre niveau de vous montrer une nouvelle technique parce que la pâte feuilletée, on l'a déjà vu avec toi, avec le millefeuille. On avait fait le millefeuille opéra. Donc, pourquoi refaire une pâte feuilletée aujourd'hui? On va montrer autre chose. On va vous montrer autre chose. Donc, la pâte brisée. Donc, la pâte brisée, c'est une pâte, là on va faire le flan avec, c'est une pâte qui est très adaptée pour faire des tartes aux fruits cuits. C'est-à-dire que quand on fait des tartes, si vous êtes sur des tartes, ce qu'on appelle délicates, tarte citron, tarte chocolat, tarte aux fraises, tarte framboise, on va plus avoir tendance à utiliser une pâte sablée. Si vous cuisez des fruits dans la tarte, des poires, des pommes, des abricots, voilà, quand c'est la saison, la pâte brisée va être plus résistante, va mieux résister à l'humidité, va mieux résister au jus de cuisson que les fruits vont relâcher pendant la cuisson. C'est une pâte un peu plus costaud, quoi. D'accord. L'eau. Donc sel, le sel, un peu de sucre, le sucre. Comme je vous avais montré l'autre jour pour la pâte feuilletée, pour le millefeuille, moi j'aime bien dissoudre sel, eau, sucre, s'il y en a, vous voyez, on dissout, on fond. On a du beurre également, de la farine type 55, voilà, et un petit peu de jaune d'œuf. Les jaunes. On va prendre une autre cuve.
préserver ça. Alors là, je prends une autre cuve, j'aurais pu mettre mon beurre là-dedans. Là, je vais faire comme ça me paraît plus simple et plus facile. La feuille. Alors pareil, nous quand on fait des grosses quantités sur des grosses machines, on a plus tendance à utiliser le crochet. Là, sur des petites quantités, la feuille va être plus efficace en mélange. Là, on a un beurre qui est à température ambiante. Voilà, le beurre, il a été sorti du frigo il y a 2 heures. Il est tempéré naturellement, c'est la méthode que je préfère. On peut, si on le fait à la dernière minute, le couper en petits morceaux. On peut le passer au micro-ondes, mais il faut faire très attention. Vite, ouais. La meilleure méthode, c'est la meilleure naturelle. Vous sortez votre beurre, vous le laissez 2 heures sur le coin de la table. Il prend la température de la pièce, qui est la température idéale pour faire ses pâtes. D'accord. Donc ici le beurre. Là, on va pas chercher à le monter, on va chercher à le rendre malléable, vous voyez. C'est-à-dire que ce qu'il faut avant d'ajouter quoi que ce soit dans le beurre, c'est s'assurer que la texture est égale. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux durs, des grains durs. Si vous avez des grains durs, quand vous ajoutez le reste, ces grains durs, vous allez les garder jusqu'à la fin. Alors le beurre a souvent tendance à s'accrocher à la feuille et donc à ne pas se mélanger. C'est pour ça que tu donnes des coups d'accélération pour vraiment l'éjecter. Et si vraiment ça va pas comme vous voulez, vous donnez un petit peu de maris. Donc là j'ai mon mélange eau, sel, sucre jaune. J'incorpore sur mon beurre. On a un déverseur, c'est nickel. Je vais bien corner le fond parce que souvent le sucre et le sel ont tendance à rester au fond. Et là, vous allez voir, c'est un mélange compliqué parce que mélanger de l'eau dans du beurre, c'est jamais simple. Ça marche pas. Voilà. Donc, il ne faut pas s'énerver dessus. Il faut mélanger. Et puis, quand tu vois que ça ne mélange plus et que ça ne s'améliore pas le mélange, tu incorpores la moitié de la farine. Et là, ça va tout résoudre. On prend une corne, on va baisser la vitesse. Voilà. Alors ça c'est des pâtes, je vous parlais l'autre jour d'élasticité, je vous parlais de gluten quand on a fait la pâte feuilletée. Là on est sur le même principe. Il faut mélanger, quand c'est mélangé on arrête. Si vous continuez à mélanger, l'humidité, l'eau et le jaune d'œuf vont faire gonfler les molécules de gluten. Ça va vous faire une pâte élastique qui sera dure à étaler, qui va se déformer au four, qui ne sera pas croustillante, qui va être un peu élastique à manger. Donc tous ces mélanges de pâtes brisées, pâtes sablées, tout ça, moins c'est mélangé, mieux c'est. Alors souvent on parle pas de mélange, on parle de travail. On dit de ne pas trop travailler les pâtes. Travailler la pâte, ça commence par le pétrissage, le mélange. Mais c'est aussi lors de l'étalage, quand vous allez étaler votre pâte pour faire votre moule. Si vous la repliez sans arrêt, si vous la malaxez, là vous continuez à lui donner de l'élasticité, ce qu'on appelle nous les pros du corps. Quand vous lisez dans une recette, ne pas donner de corps à la pâte, c'est l'élasticité. Il ne faut pas surtravailler la pâte. Voilà, là on obtient une pâte donc de texture. Donc là il y a un peu des poussières de farine, tu vois, il y a un petit peu de farine, donc hop, un petit coup de plus vite. Alors sur ces petites machines là, très souvent c'est mal mélangé au fond. C'est pas grave. Il vaut mieux que ça soit mal mélangé que trop mélangé. D'accord. Donc quand c'est un peu le cas là, vous voyez, vous rabattez tout vers le fond. Soit vous finissez à la corne. Voilà. Soit si vous voulez, vous redonnez encore un petit coup. Mais là, nous, on va s'arrêter pour ne pas risquer de trop mélanger et de ne pas donner de corps à la pâte. On va enlever tout ça, on va corner tout ça et on va bien envelopper notre pâte dans un film plastique. Je te débarrasse. Alors, un petit peu de farine sur la table.
c'est le côté sableux là, c'est parce que ça mélange pas très Ça, bien. on va l'incorporer à la main. Hein. Alors le fait de remélanger comme ça la pâte à la main pour bien la rendre homogène, on appelle ça phraser la pâte. C'est-à-dire c'est un mélange qui va s'opérer avec la paume de la main. On farine pour pas que ça colle. Ouais. Comme tu dis, on dit phraser ou fraiser. Moi, je suis issu de la cuisine, donc en cuisine, on dit fraiser. Ouais, nous, les en pâtisserie, on dit phraser. C'est la même chose. Ouais. Donc là, ce qu'on veut, c'est réincorporer les parties qui sont mal mélangées. Mais on ne veut pas trop redonner de mélange, de repli et d'élasticité à la pâte. Si ça colle un peu, vous grattez. Il est quand même important que ça soit homogène, lisse. Il ne faut pas qu'il reste trop de particules extérieures parce que une fois que la pâte sera froide, vous aurez du mal à les remettre dedans. Bon, c'est pas mal ça. Hop. Voilà. Comme je vous avais expliqué l'autre jour pour la pâte feuilletée, très important de bien filmer la pâte. Donc là, tu lui donnes une forme un peu aplatie, ronde. Ouais, pas de boule. Parce qu'on va faire Voilà. une tarte, donc c'est rond. Dans beaucoup de bouquins, dans beaucoup de livres, on vous dit de mettre les pâtes en boule. C'est pas bien de mettre les pâtes en boule parce que au milieu, au centre de la boule, ça met énormément de temps à refroidir. D'accord. Là, ce que vous pouvez faire, si c'est une pâtisserie que vous faites pour ce soir, que vous avez 5-6 heures devant vous, vous mettez la pâte comme ça en film, vous l'aplatissez bien, vous la mettez une bonne demi-heure dans le congèle et après 1 heure au frigo. Et vous serez prêt à l'étaler. Il faut compter 2 heures de refroidissement avant de pouvoir l'étaler. Donc je vais la mettre dans le frigo tout de suite. Ça peut être fait, c'est même recommandé de faire ça la veille. Vous faites votre pâte la veille, Parce au qu'on soir. serve combien de temps au frigo? Ça, vous pouvez garder ça 5-6 jours. D'accord. Vous faites votre pâte, vous la mettez au frigo tranquille et quand vous avez du temps, hop, vous l'étalez. Très bien. On la met au frigo à reposer et après on va vous faire voir comment l'étaler et foncer le moule pour le flan. Bien, Stéphane, notre pâte a bien refroidi. Voilà. Donc maintenant, on va faire le fonçage. Donc la pâte brisée, le fonçage, la partie un peu compliquée de cette recette, puisque foncer pour nous c'est un geste quotidien. Quand on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu compliqué. La difficulté du flan ici, sur le fonçage, c'est que moi j'aime les flans très épais, parce qu'en fait c'est gourmand, il y a de la mâche, il y a de la texture. Et plus un cercle est haut, plus le produit est épais, plus c'est difficile à foncer. D'accord. Si vous foncez un cercle à tarte ou un moule à tarte fin, ça reste assez simple. Là sur une hauteur, là on est sur 4,5 de hauteur, c'est un peu plus technique. Et sur un diamètre 24. 24. Donc ça c'est des flans que nous on sert pour 10-12 personnes. C'est un cercle à mousse, hein, classique. Voilà. Ici, notre pâte a passé quelques heures au frigo. Ouais. Okay. On va l'assouplir. Voilà, en tapotant dessus comme ça. Certains pourraient vous montrer ou vous expliquer de replier la pâte et la refraser. Surtout pas. Vous allez donner du corps, d'élasticité. Votre pâte va perdre son croustillant et sa friabilité si vous faites ça. Et en plus, votre fonçage risque de se déformer et de retomber à la cuisson. Donc là, on farine, on fleure avec de la farine et on va pouvoir commencer à étaler. Donc là, tu vas chercher une épaisseur de combien? 3 mm. 3 mm toujours. D'accord. Alors, je vois souvent les gens, surtout les pros, qui ont l'obsession d'étaler les pâtes le plus fin possible. Quand un client achète un flan chez nous, ou un millefeuille, ou une tarte, quelqu'un qui achète une tarte, c'est parce qu'il aime la pâte. S'il n'aime pas la pâte, il achète un gâteau, il n'achète pas une tarte. Ouais. Donc il ne faut pas que ça soit obsessionnel d'être toujours plus fin, plus fin. Il faut quand même qu'on sente la pâte, que la pâte soit présente, croustillante. Voilà. Et un autre truc qui va peut-être vous décevoir et briser vos rêves. Les gens aiment la pâte. Quand
quand vous avez fait une tarte pour vos amis et puis que quand vous débarrassez la table, il reste tout ce qu'on appelle les trottoirs de pâte là, les bordures et que les gens vous disent bah non en fait j'aime pas trop la pâte. C'est pas qu'ils aiment pas trop la pâte, c'est qu'elle n'était pas très bonne quoi. Pas bonne ou mal cuite? Mal cuite, pas croustillante. Quand la pâte est bien faite, bien cuite, bien croustillante, en général, les convives mangent la pâte. La farine, vous vous rappelez l'autre jour quand on a fait la pâte feuilletée, je vous expliquais que ça ne doit jamais coller ni à la table, ni au rouleau, ni aux mains. Voilà, là on est à la bonne épaisseur. Est-ce que l'on a un pic-vite? Un pic-vite, oui, je vais te Si trouver on ça. n'a pas de pic-vite, on va prendre une fourchette. Je vais te trouver ça. Donc ici, on a étalé la pâte. Ici, on a notre cercle. On va prendre un petit bout de beurre ramolli. Vous voyez, le beurre, il est à température ambiante depuis un petit moment, il est ramolli. Et on passe le morceau de beurre avec nos doigts à l'intérieur du cercle. Alors ça va avoir deux fonctions. La première, c'est que la pâte ne colle pas au cercle. Mais je dirais, la seconde est presque la plus importante, c'est que la pâte adhère au cercle pendant le fonçage. Si vous n'avez pas graissé votre cercle, la pâte elle ne va pas adhérer, elle va faire que retomber. Et à foncer, c'est souvent le souci qu'on a, la pâte qui retombe. Ça devient la galère. D'accord. Donc là, vous avez vu, j'en mets, il y en a du beurre quoi. Hein, oui. alors pas de beurre fondu, évitez. C'est généreux, oui. Voilà, il faut qu'il y ait une épaisseur pour que ça. Tiens, attends, on va le montrer. Juste 2 secondes. On va essayer de le montrer, voilà. On est généreux en beurre. Vas-y. Là, je mets mon cercle bien au centre. Tu fais le fonçage directement sur le plan de travail? Oui. D'accord. Voilà. Alors, la pâte est un petit peu souplette. J'aurais pu la passer un petit peu au frigo. Mais ça va le faire. Bon, après, il fait chaud ici. On est dans des conditions avec des projecteurs. Hop. Et là, regardez le fonçage. Alors, toujours avoir un peu de farine à disposition. Toujours le même souci, il ne faut pas que ça colle. Je prends ma pâte et je la descends dans le cercle. Ouais, premier travail, vous voyez, je lève les bords et je descends dans le cercle. Je positionne ma pâte à la base du cercle. Okay. Une fois que j'ai positionné, donc en général on fait un tour. Hein. Avec mes pouces, je vais faire ce geste-là. Vous voyez, je vais faire glisser ma pâte sur le beurre, dans le cercle, pour que la pâte descende au fond du cercle. C'est pas écraser, hein, c'est vraiment faire glisser. Tu la descends et en fait tu la fais adhérer aussi aux parois du cercle. Voilà, mais elle glisse sur le beurre. En fait. Ah ouais. Ok. Donc là, je vais vous faire voir un truc que vous à la maison, il ne faut pas faire parce que vous risquez de tout casser. Vous levez votre cercle et vous voyez, comme j'ai bien descendu ma pâte, il y a un angle droit ici. Si votre pâte était mal descendue, comme ici là, et qu'il n'y ait pas l'angle droit, la première chose que la pâte fait au four, elle descend. Donc votre fond de tarte, il devient tout irrégulier. D'accord. Et en fait, peut-être que à l'image, les gestes vous paraissent peut-être appuyés, mais en fait, je touche presque pas la pâte, quoi. Ouais. Alors ensuite, une fois qu'on a fait ça, vous passez le bout de vos doigts comme ça, à condition de ne pas avoir d'ongle. Sinon, vous allez couper la pâte. Et vous accentuez encore cet angle. D'accord. Ok. Voilà. Et là, avec mes doigts à plat, j'égalise l'épaisseur. C'est des petits gestes qui feront que la pâte reste bien droite à la cuisson et ne s'affaisse pas. Voilà, et le fonçage sera nickel. Ensuite, donc vous avez mis tous vos excédents de pâte à l'extérieur. Un petit coup de rouleau. Cette pâte ici, beaucoup de gens vont avoir tendance à la remalaxer, à la retravailler, surtout pas. Vous la mettez sur une grille avec une feuille ou sur une plaque, vous filmez, vous mettez au frigo, vous laissez refroidir et 2-3 heures après, le lendemain, vous la recompactez, vous l'appuyez, vous la réétalez, vous refaites une deuxième utilisation. Mais il ne faut surtout pas faire ce que tout le monde fait, de la remalaxer, parce qu'elle devient élastique et elle devient non utilisable. D'accord. Ok. Un petit coup de propre. Alors ensuite, je vais vous donner des détails sur la cuisson. La grosse difficulté de la recette, là, sur le flanc,
comme on a choisi de faire un flan très épais, un flan pâtissier, c'est la cuisson. Nous avons des fours, ce qu'on appelle des fours à sol, des fours assez puissants. À la maison, vous allez travailler dans votre four. Vous allez cuire à 180 en chaleur tournante. D'accord. La grosse difficulté sur un flan comme ça ou une tarte très épaisse, ça va être de bien cuire la pâte au fond. Si vous mettez sur une plaque de cuisson, vous avez 9 chances sur 10 que la pâte ne soit pas cuite. Moi, j'ai pour habitude aussi souvent d'utiliser non des cercles, mais des moules à génoise, des moules à banquet. Dans nos fours, là, la pâte ne sera pas cuite. Donc ici, on va utiliser un sile-pain. Un sile-pain, c'est une toile de fibre de verre siliconée. C'est le cousin germain du sile-pâte, mais c'est ajouré, donc l'air passe. D'accord. Voilà. Et tout à l'heure, quand on a préparé la recette, les choses pour la recette, tu avais l'air surpris que j'utilise une grille. Oui, tu m'as dit que tu allais cuire la tarte sur la grille. Et nous, on va cuire sur la grille. En fait, on va utiliser tout le matériel à notre disposition, favorisant au maximum la circulation de la chaleur. Si vous cuisez sur une plaque, la chaleur elle est bloquée, la pâte va avoir du mal à cuire. Plaque à trous serait l'intermédiaire entre la plaque noire de cuisson et la grille. Le top, c'est la grille, parce que là, la grille, la chaleur va aller partout. Et en plus, le sile-pain. Si vous n'avez pas de sile-pain, feuille de papier sulfurisé, surtout pas de sile-pâte. Le sile-pâte va faire le même effet que la plaque. On va bloquer la chaleur. D'accord. La difficulté ici sur cette recette, ça va être de bien cuire la pâte au fond. Voilà. Ici, une fois que votre fonçage est fait, vous allez le réserver 2-3 heures au frigo. Il faut que la pâte soit bien froide, bien reposée, presque croûtée au moment où vous allez verser votre crème à flan chaude dedans. Alors souvent, moi ce que je fais, je triche un peu. Je la passe un petit peu au congèle. C'est-à-dire que là, je vais laisser reposer 2-3 heures au frigo par exemple. Et puis après, je vais mettre ça 10 minutes, 15 minutes au congèle pour que la pâte durcisse un peu. Ce qui fait que quand je vais verser ma crème à flan chaude dedans, la pâte ne va pas souffrir. D'accord. Ok. Tu m'as demandé le pique-vite. Le pique-vite, voilà. Alors, on aurait pu piquer sur le plan. D'accord. On va piquer un peu ici. C'est pour éviter la formation de bulles d'air au fond là. Parce que s'il y a une bulle qui se forme, la pâte va se décoller du support et ça cuira mal. Alors, à défaut de pique-vite, à la fourchette. Une fourchette, D'accord. Bien, on va continuer avec la garniture. Donc, c'est un flan aux pommes. Hein. Voilà, flan normand aux pommes. Donc pour les pommes, on va éplucher des pommes. Alors, on a pris des golden. Ouais, le choix est libre. Évitez les pommes vertes qui ne tiennent pas la cuisson, les granits. Nous, on favorise la golden parce que c'est une pomme qui tient très bien la cuisson. Donc quand on traite des grosses quantités, si c'est un peu plus ou moins bien cuit, plus cuit que d'habitude, c'est une pomme qui va tenir. Il y a une pomme que j'aime bien en goût, moi c'est la Boskop aussi, que vous pouvez prendre pour faire cette recette. D'accord. Alors la particularité, vous allez voir, ça c'est quelque chose qui est très à moi, c'est que moi je mets jamais une pomme crue dans une tarte ou dans un gâteau. On travaille toujours la pomme avant. Donc là on épluche les pommes, on va les couper, les épépiner, les couper en quartiers qui vont plus ressembler à de la lamelle et on les poêle. Chez moi toutes les pommes avant d'être mises dans un produit sont poêlées rôties, ce qui évite le rejet d'eau en fait. D'accord. Ça apporte du caractère. Une cuisson complète également. Là on coupe. Tac. Voilà. Il nous faudra également un petit peu de beurre, du sucre et du calvados. Alors l'alcool n'est pas obligatoire, on peut mettre autre chose que du calvados. Là la thématique c'était un flan normand aux pommes, donc ça coule de source. De toute façon les pommes sont flambées donc l'alcool sera évaporé. Oui, alors flambé ou pas flambé, vous allez voir, on va couper les pommes, on va mettre notre beurre à chauffer, on peut déjà commencer. Ensuite on va déglacer avec l'alcool. Donc le flambage c'est un peu du chaud, je ne sais pas ce que toi cuisinier t'en penses, mais le flambage c'est un peu du chaud, c'est pas ce qui donne de la en cuisine, saveur, dès qu'on met un alcool dans une sauce ou une préparation, on flambe généralement. Voilà. Mais par exemple sur l'induction il est un peu compliqué de flamber parfois. Si ça flambe pas, c'est pas grave quoi. D'accord. Ouais, je coupe des petits quartiers mais qui ressemblent plus à des lamelles en fait. Hein, essayez d'être régulier en épaisseur parce que ça va influer sur votre cuisson. Si c'est pas régulier, s'il y a des morceaux qui font le double de l'autre, et ben les morceaux fins seront trop cuits, les morceaux épais seront pas assez cuits. Voilà. Alors le poêlage, ça c'est important. Là c'est de la pâtisserie, c'est des fruits. Ça pourrait être des crustacés, une pièce de poisson, une pièce de viande. Quand on poêle, il ne faut pas
tripoter la poêle toutes les 2 secondes. C'est-à-dire qu'il faut bien chauffer la poêle, bien chauffer la matière grasse. Là, on va l'emmener presque à un beurre noisette. D'accord. D'accord. Et après, il faut laisser ferrer, saisir. Beaucoup de gens, presque tout le monde, ont tendance toujours à bouger la poêle, à remuer, à mélanger. Si vous faites ça, vous n'allez pas faire des beaux quartiers de pommes poêlées. Vous allez Ça faire de la occupe, compote. ça occupe. Oui, mais c'est pas bon pour le produit, quoi. Là, on veut que ça saisisse, que ça caramélise, quoi. Ok. D'accord. Vous allez voir, le beurre va fondre. On va lui laisser prendre un petit peu la coloration d'un beurre noisette. Bon, là, c'est juste pour accélérer la fonte. Donc là, on a 2 pommes, on va pouvoir faire tout d'un coup. Ne remplissez pas les poêles. Si vous avez décidé de faire un produit où il y a besoin de plus de pommes, 3-4 pommes, faites 2 poêlées, quoi. Plus ça sera serré, moins ça va. Ça sera difficile à cuire. rôtir. D'accord. On voit que Ouais, ça commence, il commence à au teinter. centre. Là. La petite odeur caractéristique du beurre noisette. Alors, l'induction, c'est propre, c'est facile à utiliser, c'est puissant. Le point faible d'une induction, c'est que ça chauffe par le centre et ça chauffe pas autour. Donc la cuisson n'est pas toujours très régulière. Là, vous voyez, le beurre il est bien noisette au milieu. Sur les côtés, il est encore blanc. Hop. Donc là, ma plaque est à fond. Au début, au moins au début. On a du sucre, alors ça peut être du sucre blanc, ça peut être de la caféinate, ça comme on veut. Un sucre. On peut les faire bien caraméliser donc. Voilà. Alors là, on ne veut pas cuire la pomme complètement, hein. On veut la marquer et la saisir pour qu'elle soit colorée, caramélisée à l'extérieur, encore un petit peu croquante. Parce que ces pommes, elles vont recuire plus d'1 heure dans le flanc. Donc si elles sont déjà cuites à fond ici, elles vont tomber en compote. Oui, oui, d'accord. Donc là, vous voyez, ça marque bien, quoi. Hop, on les remet à plat. Alors faites attention, hein, vous nous voyez faire de la gestuelle. Nous, on a les mains sur le gaz et sur le fourneau toute la journée. Si vous êtes plus à l'aise avec une petite fourchette ou une palette ou quelque chose, il n'y a pas de souci. N'allez pas vous brûler. Et la belle coloration, là, Ouais. Ah ouais. On est vous voyez, toujours sur 12 hein, au maximum. ouais, mais on n'est pas sans arrêt en train de Et toucher. toucher, quoi. Mais bon, quand tu poêles des gambas, des Saint-Jacques, certains morceaux de viande, c'est la même chose. Si tu veux Ouais, prendre de la couleur et que ça saisisse, il faut laisser un peu tranquille. On en mangerait déjà. Oui. Ça sent très bon. C'est depuis combien de temps en gros? 5 minutes. Ça va assez vite. Hein. C'est presque bon. Alors, je ne vais pas trop insister parce qu'elle cuise vite. On a préparé une plaque avec un petit papier sulfu dessus. C'est pour les débarrasser immédiatement pour arrêter la cuisson. D'accord.
On a une jolie coloration. Alors flambage ou pas, si vous voulez flamber, bah là il faut mettre de la flamme, on peut le faire. Ouais, pardon. Voilà. Et quand les pommes ont absorbé l'alcool, D'accord. elles se sont nourries de l'alcool en fait. Ouais. Et si vous avez bien rôti, bien caramélisé, bien marqué, vous voyez, il n'y a pas de jus. Si vous avez plein de jus à ce stade-là, c'est que vous n'avez pas chauffé assez fort et que les fruits ont rendu de l'eau. Et dans ce cas-là, elles seront moins caramélisées. D'accord. Donc là, on les laisse refroidir. Voilà. Elles sont en fait caramélisées, confites. C'est-à-dire qu'elles ont absorbé le beurre, le sucre, l'alcool. Et il n'y a pas de jus, vous voyez, tout est dans le fruit. Oui, oui, oui. D'accord. Voilà. Donc là, on laisse refroidir. Et la prochaine étape va être de faire la crème à flan. Donc Stéphane, on va continuer par la crème à flan. Voilà, crème à flan qu'on appelle nous les pros appareil. Souvent, on dit plus appareil que crème. Un appareil en pâtisserie, c'est un mélange de plusieurs ingrédients. Appareil à crêpes, appareil à flan, appareil à cannelé. C'est une préparation. Une préparation. Voilà. Donc là, on chauffe le lait, la crème. Donc comme je l'ai déjà expliqué dans certaines recettes, notamment la crème pâtissière, l'autre jour pour le millefeuille, la recette du millefeuille. Toute la subtilité de ces crèmes, c'est l'équilibre entre œuf jaune, blanc, œuf entier. Là, on est sur une crème qu'à l'œuf entier parce qu'on va avoir des fruits dans la crème. Les fruits vont rejeter de l'eau pendant la cuisson. Et si on avait trop de jaune et pas assez de blanc, on aurait un produit final pas assez pris, pas assez consistant. D'accord. Donc, œuf entier. Voilà. On va mettre un peu de sucre dans le lait et la crème pour pas que le lait accroche au fond. Le reste du sucre dans les œufs et on va blanchir. Donc, je pense que ça s'entend là, vous voyez, au début on entend les cristaux de sucre. Ouais. Vous allez voir, au fur et à mesure que je vais avancer, le sucre va fondre et on les entendra de moins en moins. Déjà là, ouais. Ah ouais. D'accord. Et là, il faut blanchir. L'appareil à flan, c'est une sorte de crème pâtissière. C'est une crème pâtissière, mais avec des proportions différentes. D'accord. Alors nous, ce qu'on essaie de faire de plus en plus, parce que ça fait 12 ans qu'on travaille le flan et qu'on multiplie les aromatisations, les parfums, au fur et à mesure des années, je descends en amidon. Au départ, on était plutôt à 80-90 grammes et maintenant on essaie de descendre à 60 80. Quand tu dis ça, c'est au litre. Au litre de lait, ouais. D'accord. Et ça te donne un flan beaucoup plus fondant. On atteint des textures hyper crémeuses. D'accord. Alors le flan chez nous, c'est un peu notre spécialité. On a été élu plusieurs fois dans les meilleurs flans de Paris, régulièrement tous les ans. Et c'est une grosse vente chez nous. On passe 70 litres de lait en flan tous les week-ends. Donc c'est un produit auquel on fait très attention. On essaie au maximum de vendre des flans cuits du jour. Donc on a une pâte qui vient d'être cuite, qui est très croustillante. La crème est juste refroidie. Parfois quand on les coupe, c'est encore un peu collant au couteau. Là, ce qui fait la grande qualité d'un flan, c'est comme de beaucoup d'autres pâtisseries, c'est sa fraîcheur. Si Donc quand tu fabriques du flan dans ta pâtisserie, t'en fais combien à la fois? On cuit par 5 litres de liquide, donc on fait 5 flans à la fois. D'accord. Et on enchaîne les séries, quoi. Et je vous l'expliquerai en le moulant tout à l'heure. On cuit jamais un flan quand il vient d'être coulé dans le fond de pâte. On le laisse, alors nous on le laisse la nuit, on le met au frigo 12 heures et on cuit le lendemain. Ce qui fait que très souvent quand vous faites du flan, il a tendance à se fendre au four et à faire des craquelures. Ça c'est parce qu'il n'a pas reposé avant la cuisson. D'accord. Donc le fait de le reposer, vous améliorez la texture, le crémeux, et vous avez une surface de flan qui est très lisse. Vous voyez là, on n'entend plus du tout les cristaux de sucre. On a blanchi, on met la poudre à crème, la maïzena, ça c'est votre choix. Évitez la farine,
certains travaillent encore à la farine. La farine, ça fait des crèmes moins lisses, plus compactes, qui ont tendance à être un petit peu plus farineuses et pâteuses. Alors que là, sur des amidons, on est plus en finesse, quoi. Ça fait des grumeaux. L'amidon se mélange très bien, toujours, aux œufs. D'accord. Voilà, ici, on met les gaz. Il faut, alors il n'est pas indispensable, comme j'avais expliqué pour la crème pâtissière l'autre jour, que ça soit à ébullition. Par contre, il faut que ça soit bien chaud quand même. D'accord. Et par contre, on va en verser la moitié sur l'appareil. Le reste de liquide, les crèmes qui seront dans la casserole, eux, on voudra qu'ils soient à ébullition. C'est exactement le même principe de cuisson que ce que j'avais expliqué l'autre jour. Pour le millefeuille l'autre jour. Pour la crème pâtissière. Ça fait du bien de revoir. De toute façon, c'est qu'un éternel recommencement. Vous voyez, ça fume, donc c'est déjà un peu chaud. Hop. Voilà, cette partie-là, indispensable que ça atteigne l'ébullition. Donc, je le répète, comme j'avais expliqué pour la crème pâtissière l'autre fois, le fait de verser le liquide sur le lait à ébullition et d'aller pas trop vite, ça vous fait une coagulation instantanée. Et vous n'avez pas de partie liquide et de partie solide, donc pas de grumeaux. Ça bout. Ça y est, ça bout. J'avais employé le terme l'autre jour de verser l'appareil comme si on versait de l'huile dans une mayonnaise. Ouais. On voit dans la casserole, prise instantanée, ça épaissit. Voilà. Important de sortir du feu parce que si pendant que vous faites ça, si ça continue à cuire, bah dans le fond ça coagule trop et ça accroche. Hop. On finit de coaguler. Et après on a les mêmes principes, les mêmes réactions que pour la crème pâtissière. À l'ébullition, la crème elle épaissit, elle est compacte, elle est massive. On est en train d'obtenir maintenant. Et au fur et à mesure qu'on tient l'ébullition, 2, 3, 4 minutes, c'est encore plus flagrant sur le flanc. La crème va devenir très brillante, très lisse, très fluide. Et c'est ce qui va faire le raffinement et la finesse du flanc. D'accord. Important, ouais, le geste que je fais maintenant. Souvent, on a tendance à mélanger qu'au milieu. Et puis des fois, quand on débarrasse la casserole, on s'aperçoit que c'est pas très lisse autour. Il faut bien aller chercher les bords. Donc là, on est à ébullition quasiment. Ah, Ouais, le feu s'est éteint. Voilà, l'ébullition est là. bonne ébullition. Voilà, on tient ça 2 minutes. Elle n'est pas cuite pour autant, hein. C'est Non, ce que il j'ai faut expliqué. Voilà. bien finir l'ébullition. Quand ça bout, elle bout, mais les amidons sont pas cuits, quoi. Voilà. L'amidon, il faut que ça cuise 2 à 3 minutes à ébullition. On voit, hein, elle est super lisse. Alors, l'autre jour, dans la crème pâtissière, je vous avais expliqué qu'on ajoutait du beurre. Là, dans la recette, on ne va pas ajouter de beurre puisqu'on a déjà de la crème au départ. D'accord. Donc on a notre quantité de matière grasse nécessaire à avoir les bons arômes et la bonne texture. Magnifique. On va récupérer notre fond de pâte brisée. On va y disposer les pommes. Et alors, l'autre principe du flan, contrairement à la crème pâtissière qu'on a débarrassée et refroidie, c'est que le flan coule la crème chaude dans la pâte.
Donc nécessité que la pâte est bien refroidie, soit bien figée, bien reposée. Je vous conseille une précaution. 10-15 minutes avant de couler votre crème dans la pâte, passez votre fond de pâte au congélateur. Ça va éviter qu'il souffre trop quand vous Et la crème, tu la mets chaude dans la pâte. Oui, ça c'est la technique de base du flan en fait. D'accord. Hop là. Donc mes petits quartiers de pommes. Il n'y a pas du tout d'arôme dans cette crème, hein? Non, alors Pas de vanille, rien. on pourrait vaniller, mais on travaille la pomme, on a parfumé au calvados. Donc après, Les arômes vont c'est un choix. s'échanger à la cuisson également. D'accord. C'est pas indiqué. Si vous voulez, nous on essaie de faire bien attention à ça. Alors surtout la vanille, on parle de la vanille. La vanille, c'est un produit qui a flambé ces dernières années, qui est très très cher. Moi, si je mets de la vanille, et j'en mets, puisque j'utilise 25 kg de gousse de vanille par an, il faut qu'on la sente, quoi. Si là vous mettez de la vanille et puis qu'elle est dévorée par le calvados des pommes, ça sert à rien de mettre de la vanille. Vous voyez, 2 pommes, ça couvre bien, ça nappe bien au fond. Alors, on les étale, un mais petit détail. Si c'est pas très bien rangé, c'est pas grave, ça sera caché de toute façon. Un petit détail que les cuisiniers font, les pâtissiers ont du mal à le faire. Voilà. Ça là, il y a tous les arômes là-dedans. Le beurre, le sucre, le calva. C'est mieux dans la tarte que dans la poêle. Oui, c'est sûr. Voilà. Un petit coup de propre. Et là, j'ai ma crème. Donc vous voyez, elle a attendu, donc bien sûr le feu était éteint, hein, ça fait un peu sens. Elle a attendu 2 minutes. On redonne un bon coup de fouet dedans. Il faut qu'elle soit super fluide. De façon à ce que quand vous coulez votre flan, elle se lisse. D'accord. Si elle a refroidi et qu'elle est massive, vous allez avoir un truc tout rugueux, pas joli là. Parfait. Donc là, tu la coules de suite. Hop, on coule assez vite. Vous voyez, parce qu'on veut que ça se lisse en fait. Alors je sais pas si c'est un coup de chance. On a juste la bonne quantité, vous voyez. Cercle de 24, 4,5 de hauteur. C'est un coup de chance. C'est un coup de chance. Vous voyez, il n'en reste pas. Donc je répète, le cercle fait 24 cm. Sur 4,5 de hauteur. Et les proportions sont faites pour ce cercle. Voilà. Donc par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la production chez nous dans l'atelier, 5 fois la recette, 5 flancs. Alors la seule petite différence chez nous, c'est qu'on ne cuit pas dans des cercles, on cuit dans des moules à manquer qui font 24 même hauteur. Mais ça ne change pas le ratio. Tu as le bord un peu évasé. Un peu évasé, ce que j'aime bien, mais dans les fours ménagers, il est presque impossible de bien cuire la pâte au fond dans un moule. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cuit dans un cercle. Donc ici, on a coulé. Oui, c'est lisse quoi. On va laisser refroidir. Le top du top, c'est de laisser ça au frigo jusqu'à demain. Si vous n'avez pas le temps, il vous faut quand même au moins 3 heures devant vous. Tu le couvres, tu le protèges, non? On laisse comme ça, il faut que ça croûte. D'accord. Il faut que ça forme une croûte. Et c'est ce repos et ce croûtage qui vont faire que votre flan, il ne va pas craquer à la cuisson. Et cette croûte, une fois qu'elle est formée, on ne la touche pas. Voilà, parce qu'avec le doigt, on pourrait l'abîmer et ça va rester visible. Oui, mais on la touche pas. Voilà. Donc là, vous laissez refroidir. Vous pouvez mettre ça à 20 minutes au congélateur. Et le fait que la pâte soit crue et la crème bouillante, ça ne va pas… Non, parce qu'on a pris la précaution de bien croûter la pâte et de la passer au congélateur un peu avant. Super. Donc là, on passe ça 15 minutes au congélateur, ça va tout refroidir. Et après, on laisse attendre entre 3 et 12 heures au frigo. Et quand on en a besoin, on cuit. Donc anticipez votre flan, faites-le la veille. Le top, c'est de le faire la veille. Et après, une fois qu'il est cuit, il faut laisser un certain laps de temps avant de pouvoir le manger. Pour pouvoir le couper, il faut 3 heures de refroidissement. Refroidi. D'accord. Bien Stéphane, on a récupéré notre flan. Voilà, donc il était au frais. Il a passé quelques heures au réfrigérateur, il a croûté, vous voyez. Donc on sent que la crème a refroidi, elle a pris de la consistance. Voilà, on a une croûte qui est anti-adhérente en fait. Ouais. Et donc ça va limiter le risque de craquelure pendant la cuisson. D'accord. Donc là, il faut le cuire. Hein. Voilà, on a préchauffé un four à 180 degrés. Donc vous vous rappelez, on avait bien préconisé de le mettre sur grille avec une toile ajourée de façon à ce que on ait une belle cuisson également. Donc c'est la toile Silpin qu'on peut trouver sur la boutique également. C'est ça. C'est beaucoup mieux de prendre celle-ci, surtout pas de silpate. Pas de silpate parce que le silpate va au contraire faire un frein quoi, à la cuisson. D'accord. 180. Combien de temps? À peu près 1 heure. On vérifiera. À partir de 50 minutes, on va commencer à vérifier.
Voilà, quand même dans vos fours, comme je le dis et je le répète à chaque fois, 180 degrés c'est un conseil, ce n'est pas une science exacte. Et donc au bout de 45 minutes, commencez à jeter un petit coup d'œil et à contrôler la coloration. Il faut que le flan soit cuit dessus, dessous, la pâte bien cuite, mais il ne faut pas qu'il prenne trop de couleur. On aime avoir des produits quand même assez clairs en aspect. Et comme on est en configuration comme à la maison, et non pas comme chez toi dans ton laboratoire, on vous dira après si la cuisson a été un peu plus longue ou un peu plus courte. Voilà, Voilà. précisera, Pour mais vous donner on sera aux alentours du un nord. indice. Voilà, le temps est écoulé. Nous sortons notre flan du four et je vais vous apporter quelques petites précisions. Donc ici, on a cuit 1h10 à 180 degrés. Au bout de 50 minutes, on a mis une toile silicone sur le dessus pour arrêter la coloration, puisque la coloration me plaisait. Je voulais pas que ça prenne plus de couleur, donc on a mis la petite toile Non, silicone. ce que tu as fait, tu as enlevé le silpin J'ai enlevé le silpin et j'ai était couvert sous le flanc. avec la toile silicone sur le dessus, D'accord. de façon à ce que la coloration ne vienne que sur le fond de Tu pâte voulais en dessous, continuer la cuisson de la pâte, mais sans- pas du dessus. sans donner de couleur supplémentaire. D'accord. Voilà, on va changer de grille pour mettre sur une grille froide. On va refroidir le flanc. Donc là, il vous faut prévoir 3 heures de refroidissement avant de pouvoir le manipuler, le couper et le servir. Tu parles de refroidissement à température ambiante là, Au frigo. frigo. Ouais. On laisse tiédir un petit peu avant de le mettre au frais. Oui, on peut le laisser une demi-heure dehors et D'accord. après 3 heures au frigo. Voilà. Le cercle, tu l'enlèves On va le laisser encore un peu parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de masse humide, Ouais, beaucoup ouais. de crème. Et si j'enlève le cercle trop tôt, ça peut me faire craquer le bord. Voilà. Alors, toujours bien vérifier qu'on est cuit en dessous. C'est pas mal. Une belle coloration, pas trop foncée, mais cuit. Très souvent, quand vous achetez des flans ou des tartes épaisses comme ça, il peut arriver que la pâte soit mal cuite en dessous. C'est désagréable, c'est Ouais. ramolli, c'est pas bien. Voilà. Donc on va montrer juste un petit gros plan pour voir à la sortie du four. Voilà. Donc on laisse refroidir et on se retrouve dès que c'est froid pour la finition. Alors Stéphane, on a sorti donc notre flan qui était au frigo. Voilà. Donc il a séjourné pendant 3 heures quand même, hein, minimum. Voilà. Qu'il soit bien froid Là, à il est cœur. froid. On décercle. Donc si vous avez bien graissé le cercle, Ça sort tout seul. il n'y a pas de souci. On peut voir que la cuisson est parfaite tout autour. Voilà, belle cuisson régulière, bien nette, impeccable. Donc là, qu'est-ce que tu nous fais chauffer? Nappage abricot. Donc le nappage abricot, c'est ce qu'on met généralement sur les tartes chez le pâtissier. Voilà, donc moi je le détends avec 20 à 30% d'eau, de façon à avoir un nappage qui reste, c'est-à-dire qui ne rentre pas dans le produit, mais qui soit très fluide pour en avoir un minimum. Le nappage c'est juste une brillance, il ne Oui. faut pas qu'il y ait d'épaisseur. Une couche très fine. Voilà, on redonne un petit bouillon. Avec un pinceau, on va napper la surface du flan. J'aime bien prendre les nappages à ébullition, moi. Donc ça donne du brillant, ça protège aussi Voilà, ça la surface. va éviter que ça sèche en fait. Alors, on en met, mais comme il est très fluide, il n'y a pas d'épaisseur. En fait. Mhm. Voilà. Très bien. Ensuite, on a conservé quelques petits quartiers de pommes tout à l'heure. Voilà, ça, c'est pour faire un petit rappel Oui, du parfum. pour qu'on comprenne ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, et pas obligatoire. Mais moi, j'aime bien saupoudrer les bords avec du sucre glace. Donc là, on utilise du sucre glace neige décor. Et c'est un sucre glace qui va avoir tendance à moins fondre au contact de l'humidité. Ça fait un Donc tout contraste. le pourtour. Surtout ce pourtour, tu n'as pas mis de nappage. Tu l'as laissé brut. Ouais, j'ai évité de trop Ouais. mettre de nappage. Le nappage est vraiment qu'au centre.
Alors là, je prends une assiette, on peut prendre un carton, on prend ce qu'on veut, c'est juste pour protéger le centre en fait. Si le sucre il a bavé un petit peu, on gomme. Super. Voilà. Et après, vous disposez sur une assiette, sur un plat de service. Et voilà donc le flan normand aux pommes Voilà. de Stéphane Glacier. Vous Stéphane, voyez, je te remercie un produit beaucoup. simple, mais les produits les plus simples Qui sont souvent qui un plaît peu beaucoup. galvaudés. Voilà. Et donc là, fait dans les règles de l'art. Qui plaît beaucoup. Donc je vous rappelle que le livre de Stéphane est à gagner. Donc je le remontre une dernière fois à l'image. Donc pour participer, vous avez l'habitude. Hein. Sur Facebook, likez, commentez, partagez. Et sur YouTube, likez, commentez et surtout n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Le tirage au sort sera fait dans les prochains jours et le gagnant sera désigné, enfin sera contacté par Gaëtan qui lui enverra le livre Voilà. qui Et le est livre dédicacé. est dédicacé. Voilà. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Je te remercie Merci de votre infiniment pour tes recettes que tu es venu faire donc, ici chez Meilleur du Chef. On se retrouve prochainement. On a déjà planifié d'autres dates, donc ça sera la surprise pour vous. Quant à nous, on se sépare maintenant. On se retrouve très prochainement pour une prochaine recette. Merci et au Merci revoir. beaucoup. Au revoir.